Que faut-il penser de la surtaxation des produits de luxe ou encore du dernier plan fiscal de Donald Trump? On en parle avec Véronique Riche-Flores. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là. Président du cabinet RF Research et économiste bien sûr. Bon, ça vous parle cette polémique naissante sur la taxation des produits ostentatoires de richesse? C'est le terme, l'expression employée à dessein par Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Sont visés derrière évidemment les yachts, les jets privés, les grosses bagnoles. Est-ce qu'on le voit venir? Il y a ce côté mesure pour contrebalancer la baisse de l'impôt sur la fortune, évidemment pour les plus privilégiés. Au-delà de ça, au-delà du contre-feu politique, est-ce qu'économiquement, ça a du sens ou pas? Écoutez, vous êtes comme moi sans doute, vous avez vu le décompte du nombre de yachts en France. Donc on parle de combien? Une trentaine, une quarantaine de bateaux de ce type-là. Donc c'est tout à fait symbolique. On est sur la symbolique. On est complètement sur la symbolique. Économiquement, ça n'a pas de sens. Enfin, on a maintenant un budget qui a été présenté où les lignes de politique, les choix politiques sont clairement explicités et effectivement, là, on essaye de rééquilibrer pour surtout pour faire face à une attaque ou à des critiques qui se sont un peu multipliées ces derniers jours en disant que c'est un budget pour les riches. Et c'est vrai que c'est un budget qui est assez inégalement réparti. C'est votre sentiment aussi? Incontestablement. Et je pense que d'ailleurs, le Premier ministre n'en est pas caché. Il a clairement expliqué la position du gouvernement. Il n'a pas dit que c'est un budget pour les riches. Non, il ne l'a pas dit, mais enfin, on a quand même fait allusion à cette théorie du ruissellement. On favorise le capital, on essaye d'attirer des capitaux, et donc pour ceci, il vaut mieux moindre fiscalité, etc. Donc, je pense que c'est... voilà, on a, quelques jours après, cette idée d'aller taxer les biens, la richesse ostentatoire. Économiquement, ça n'a pas beaucoup de sens en réalité, et je pense que l'équilibre global du budget est beaucoup plus intéressante. On pourrait augmenter le malus sur les grosses bagnoles, ça ferait des rentrées fiscales en plus. Oui, mais enfin, vous savez, on ne va pas boucher le trou du déficit budgétaire avec ça. Voilà, non. Et, donc, vous parliez juste à l'instant de la fraude fiscale. Je pense qu'il y a un enjeu là beaucoup plus important fondamentalement pour l'équilibre des finances publiques à terme et pour l'acceptation de l'impôt, tout simplement. Donc, c'est un ensemble, un équilibre toujours assez compliqué à trouver. Voilà. Bon, d'autant que taxer les yachts, pardon, mais on produit des yachts en France, hein, on est bon pour ça notamment, donc ça pénaliserait évidemment les chantiers navals qui en produisent, qui les réparent, donc ce qu'on gagne d'un côté, ce qu'on ne le répare de l'autre, ça encore c'est un autre sujet. Donald Trump qui a présenté il y a quelques jours la nouvelle version de son projet de réforme fiscale. On le sait, qu'un passage de 35 à 20% de l'impôt sur les sociétés, baisse aussi de l'impôt pour les particuliers. Programme d'exemption fiscale pour rapatrier les dividendes qui sont à l'étranger. Alors, on n'a pas encore compris quel était le taux. Est-ce qu'en l'état, ce programme est susceptible de passer le cap du Congrès après le gros bid sur l'abrogation de l'Obamacare? Ça paraît très compliqué en réalité. D'abord parce qu'il manque beaucoup de précision à à ce grand plan. Vous avez une réduction, par exemple, des tranches d'impôts sans avoir le montant des différentes tranches. C'est du Trump dans le texte. Hein, donc, exactement. Mais ça montre également que pour assurer une négociation et ne pas se fermer des portes d'emblée, sans doute qu'il y a une donc volonté où c'est plutôt bien joué. Ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est que Donald Trump essayait de brosser dans le sens du poil quand même les démocrates. Hein. Il a d'ailleurs réussi quand même à obtenir un financement d'un plan de relance, reconstruction après les ouragans, non négligeable, bouclé en un week-end, et également le moratoire sur le plafond de la dette jusqu'au 15 décembre. Donc il n'est pas impossible effectivement qu'il y ait cette tentation de donner un peu plus aux démocrates, notamment par exemple en créant une surtaxe sur les revenus les plus élevés, parce que pour l'instant on nous annonce effectivement la baisse du nombre de tranches d'imposition sur les revenus des particuliers au nombre de 3, on passerait de 7 à 3. Et, la plus élevée passant de 40 à 35. Et voilà. Et donc il n'est pas impossible, en tout cas la question est restée ouverte, la possibilité est encore envisagée de créer une surtaxe de 39% pour les revenus les plus élevés. Donc on voit que là, Donald Trump est en train quand même d'essayer de se mettre les démocrates en poche. Parce qu'il y a le même débat que chez nous finalement, en disant que ce plan-là serait un plan
finalement pour les riches, et Donald Trump n'a pas du tout envie de tomber dans le piège. Non, exactement. Et oui, c'est tout à fait la même problématique, poussée un peu plus loin aux États-Unis, bien évidemment. Mais c'est intéressant d'ailleurs de voir que la préoccupation aujourd'hui, c'est celle effectivement de préserver le capital et de faire venir le capital dans les différentes économies. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut douter? D'abord parce qu'il passe par le Congrès, même s'il a laissé des portes ouvertes pour pouvoir négocier. Exactement, parce qu'il y a toujours une question du financement de ce plan. Donc là, c'est le grand... Ah là, pour le coup, c'est les Républicains. Et les Républicains, eux, sont vent debout pour partie, parce que justement, il y a un problème de financement de ce plan. Exactement, et que, alors déjà, le chiffrage du plan en lui-même est assez vague, assez incertain. Certains spécialistes ont quand même parlé d'un coût de plus de 3 000 milliards de dollars sur 10 ans. L'Obamacare permettait, une réforme de l'Obamacare aurait permis de réaliser des économies de l'ordre de 1 000 milliards à peu près. Qui aurait permis justement le financement de ce plan. Non, en tout cas, d'en alléger le coût, effectivement. Aujourd'hui, on n'a plus l'Obamacare, donc qu'est-ce qu'on peut avoir en remplacement? C'est toute la question et je pense qu'aujourd'hui, les marges de manœuvre pour une augmentation significative des projections de dette, de déficit, sont extrêmement réduites. Donc on a cette D'autant que la question du shutdown va se reposer courant décembre. On a gagné 2-3 mois. Oui, on a gagné 2 mois, mais je ne suis pas sûre qu'elle se repose, on va voir. Parce qu'en réalité, Trump est en train d'essayer de passer le maximum de choses avant et de faire en sorte que cette question ne se pose pas. Mais effectivement, elle reste entière du point de vue du financement. L'autre élément... Donc peu susceptible, donc ce plan. Trump, qui d'ailleurs n'est pas très éloigné de ce qu'il a promis pendant la campagne, soit dit en passant. On passerait de 35 à 20 sur le taux de l'impôt sur les sociétés au lieu de 35 à 15, donc c'est quand même très proche. Ça a peu de chance, si je vous comprends bien, Véronique, de passer sous les fourches codines du Congrès américain. Ça paraît très compliqué. En tout cas, effectivement, on a quand même l'impression que si les démocrates laissaient passer ce plan-là, qui est énormément critiqué aux États-Unis. Vous avez vu, comme moi, j'imagine, les estimations sur les bénéfices, par exemple, qu'on retirerait le président Trump à l'égard de sa fortune personnelle. Donc, il y a beaucoup de critiques également sur le fait que ce plan soit surtout pour répondre à sa propre situation. Il y a la question du financement. Il y a l'autre question qui est que c'est encore une fois un plan extrêmement inégal, qui bénéficiera dans une très large mesure aux quelques 20% de la population la plus aisée américaine, voire le 1% des plus riches. Donc ça creusera encore plus les inégalités, c'est ça? Ça risque de mais tant que ça fait, si ça relance la machine en même temps, c'est pas le prix à payer. On sait très bien que quand on donne plus d'argent aux plus riches, ça entretient pas la consommation et ça entretient pas la mécanique économique. Donc quand on baisse les taux d'imposition sur les sociétés, c'est un autre débat. Et je pense que là, démocrates et républicains ont envie d'aller dans ce sens-là. Toute la partie de la fiscalité sur les particuliers, là, est beaucoup plus politique et risque effectivement de mettre les démocrates dans l'embarras. Donc il faut s'attendre à un plan, encore une fois, qui soit un peu rabougri, en tout cas qui soit moins ambitieux, une fois que ça passera entre les mailles du Congrès. Et la question derrière, parce qu'on revient au marché, c'est-à-dire que les marchés ont quand même acheté, on s'en souvient, avant l'élection de Trump, un plan massif de baisse d'impôts. Si on s'oriente vers un plan light, il n'y a pas un risque de déception quand même? Il y a probablement un risque de déception, c'est-à-dire qu'en milieu de semaine dernière, dès que le plan a été annoncé, les marchés se sont remis en position d'une très bonne nouvelle structurelle pour les États-Unis. Mais qui est déjà anticipée dans les cours. Mais qui est en réalité déjà largement anticipée depuis effectivement l'élection de Donald Trump. Et finalement, on voit que les marchés sont plus hésitants. On est allé nettement moins loin en termes d'impact sur le cours du dollar, par exemple, ou d'impact sur les taux d'intérêt, beaucoup moins loin que ce que ça n'avait été le cas en début d'année. Donc il y a, je pense, une conscience que finalement l'aboutissement ne sera pas à la hauteur effectivement des espoirs. Heureusement, parce que c'est vrai qu'en milieu de semaine, c'était parti très très vite. Et puis finalement, je pense que les uns et les autres ont fait un petit peu comme chacun. Regardons les détails et puis on considérait qu'effectivement ce serait probablement pas la mouture. Le risque de déception, encore une fois, si on se rend compte que ce plan, encore une fois, est largement allégé par rapport à ce qui est anticipé, pricé par les marchés. Qu'est-ce qui se passe? Le marché a déjà capitulé sur un certain nombre de choses. Le plan de relance des infrastructures, par exemple, qui était quand même un gros morceau du plan initial de Donald Trump, qui n'existe plus. Maintenant, je pense qu'il y a un élément important pour le marché, c'est la baisse de la fiscalité sur les entreprises.
Et celle-là, je pense que c'est la partie du plan qui a la plus de chances d'être presque acquise ou votée, parce qu'effectivement, que ce soit du côté des républicains ou des démocrates, c'est un objectif dont tout le monde a... Donc c'est un facteur de soutien, enfin de soutien en tout cas. C'est un facteur de soutien dont l'impact sur la valorisation des actions américaines est immédiat, pour partie intégrée, mais voilà, c'est l'élément qui permet de ne pas être trop inquiet sur les conséquences en cas de déception des marchés, sachant que la partie réforme de la fiscalité des particuliers pose plus d'interrogations sur ses conséquences en termes de croissance que d'assurance d'un coup de booster sur la croissance et le cycle américain. Allez, on parle encore un petit peu des marchés, Véronique Riche-Flores. Est-ce que vous n'êtes pas surprise par l'apathie, par la mollesse des variations des marchés depuis maintenant quelques semaines? Il y a très peu de volatilité. Ça vous inspire quoi? Il y a très peu de volatilité. Ça m'inspire pas grand-chose de nouveau par rapport au constat qui est le nôtre depuis le début de l'année. C'est qu'on est depuis pas mal de temps, on est dans un environnement où la liquidité est encore extrêmement abondante. Finalement, la Réserve fédérale américaine va bien évidemment commencer à réduire son bilan, mais face à des actions de quantitative easing, c'est-à-dire d'injection toujours massive du côté du Japon, du côté de l'Europe y compris, on est dans un environnement très favorable encore au marché d'actions. Alors, très favorable, on l'a vu ces derniers mois, beaucoup plus instable parce que les valorisations font qu'on a beaucoup moins la capacité à digérer de mauvaises nouvelles ou des déceptions, c'est ce que vous faisiez, vous adressiez comme sujet, beaucoup plus instable, mais finalement des sous-jacents qui restent favorables au marché d'actions dans leur globalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, probablement, ce cycle de hausse des marchés n'est pas tout à fait terminé. La question, c'est quand est-ce qu'il se termine et comment? Et est-ce qu'un changement de curseur des politiques monétaires, qui est en train quand même de se dessiner du côté de la Fed, dans la foulée, surtout du côté de la Fed. Du côté de la Fed, mais on voit bien qu'il y a une certaine impatience du côté de la BCE. On a encore un petit peu plus de temps parce que fort heureusement l'euro sert de garde-fou. J'ai entendu la semaine dernière le gouverneur Villeroy de Galhau dire on sera pragmatique, il faut rester pragmatique. Heureusement, parce que l'euro est à 1,18 ou quelque chose comme ça, et on sent bien que là, il faut que la BCE soit extrêmement prudente, parce que le grand risque serait une envolée de l'euro qui viendrait tout saccager. Donc, mais néanmoins, on aura vraisemblablement des annonces de changement de la politique monétaire de la BCE, avec tout... à l'automne. Donc, je crois que c'est le 26 octobre, la prochaine réunion. Donc, on finit là-dessus, à 5300 points sur le CAC 40, près de 10% de hausse depuis un an. L'année est terminée, si on en reste là, bien sûr. Ça serait déjà un très bon cru. Ce serait un bon cru et je pense qu'on ne va pas en rester là en réalité. On a bien vu que cet été, c'était un environnement très crispé. On aurait pu aller voir plus bas et finalement, on a une configuration qui permet d'être encore un petit peu plus optimiste pour la fin de l'année, notamment sur les marchés européens, parce que je crois que l'euro va marquer une pause avant de reprendre peut-être une ascension, mais plus tardive. Donc, fenêtre de tir sur l'euro, donc c'est bon pour le CAC 40, ça on l'a bien compris. Merci en tout cas, merci pour cette explication. Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Merci à vous pour cette explication. Merci David. Bye.